D'accord. Il fallait que j'enregistre pour Jean-Pierre. Bon. Donc, on continue. Donc, ce qu'on disait, oui, par rapport aux obligations. Donc, l'obligation d'avoir un diplôme. Donc, n'importe qui peut se former pour avoir un diplôme. Simplement, après, il y a une obligation d'honorabilité. C'est-à-dire qu'on va contrôler que la personne qui a son diplôme a le droit d'enseigner, ce qui est deux choses différentes. Et donc, il va falloir on va vérifier son honorabilité. Donc, c'est l'article L212.9 du Code du sport, mais on va revenir dans le détail là-dessus. Ensuite, un éducateur sportif, pour pouvoir encadrer, il a une obligation de déclaration. Donc, il est obligé de demander donc, à la Drages du département où il a son activité professionnelle, demander sa carte professionnelle. Donc, c'est la déclaration de l'éducateur. Et donc, voilà, donc on instruit ces dossiers-là ici. Et donc, la carte professionnelle, c'est l'autorisation d'exercer dans le département où vous exercez le plus, mais aussi dans les autres départements, puisque maintenant, le fichier, il est national. Excusez-moi. Oui. Non, mais alors, c'est que je ne comprends pas. Donc, quand on a un diplôme, on a le diplôme, on ne donne pas la carte professionnelle directement, non? Il faut faire la demande de la carte professionnelle. Oui, il faut faire une demande, oui. OK, d'accord. Ouais. Il faut faire Je une voulais demande. savoir. Quelqu'un qui enseignerait sans rémunération n'a pas l'obligation d'avoir une carte professionnelle. Mais quelqu'un qui veut enseigner contre rémunération a une obligation de carte professionnelle. Ok. Et en fait, quand on parle d'honorabilité, ça renvoie à quoi en fait? On va revenir là-dessus. On va expliquer ça d'une manière plus précise derrière. Ok. Donc voilà. Donc cette carte professionnelle, vous la demandez, elle est valable 5 ans. Donc ça, c'est relativement pratique. Et donc, il y a un certain nombre de documents à demander. Tout se fait par Internet maintenant. Voilà. Alors, les garanties d'une carte professionnelle. En fait, c'est quand un employeur potentiel ou un prestataire ou quelqu'un qui veut vous avoir faire une prestation de service, en fait, lui, le fait de savoir que vous avez une carte professionnelle, ça valide le fait que vous avez validé l'obligation légale de déclaration. Donc ça, c'est la première chose. La carte professionnelle, on va vérifier votre diplôme. Maintenant, entre j'ai pas faux et les demandes de carte, il doit y avoir un match entre les deux. Donc, s'il n'y a pas de match, c'est que votre diplôme, il est peut-être pas bon. Donc, maintenant, c'est très difficile de falsifier un diplôme pour avoir une carte professionnelle. Donc, sur la carte professionnelle sont répertoriées les prérogatives du diplôme. Donc, c'est relativement pratique. C'est-à-dire qu'on sait ce que vous pouvez faire avec ce diplôme. Il y a une photo, donc déjà on peut vous repérer parce que sur votre diplôme, on ne connaît pas la personne. Et donc du coup, c'est difficile de savoir si c'est effectivement cette personne qui a le diplôme. Et puis, donc, dans l'honorabilité, on va regarder que la personne n'est pas en situation d'interdiction administrative d'exercer la profession d'éducateur, c'est-à-dire que le préfet n'a pas pris une interdiction ou une injonction de cesser d'exercer vis-à-vis de cet éducateur. Et puis, deuxième chose, on va regarder aussi que on va regarder le casier judiciaire, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, et si ce qui est marqué sur le casier judiciaire, sur le B2, on va regarder si effectivement les condamnations pour lesquelles vous avez été condamné sont conformes au L212.9 qu'on a vu précédemment. Et puis, on va aussi regarder si vous n'êtes pas inscrit au fichier des délinquants sexuels, le FIGES. Donc, tout ça, si vous avez votre carte professionnelle, ça veut dire que vous respectez bien tout ça, donc votre honorabilité est correcte, vous avez un diplôme, et donc vous pouvez exercer la profession d'éducateur sportif. Et en fait, n'importe qui peut regarder si un éducateur a une carte professionnelle en cours de validité en allant sur le site eapspublic.sport sur ce site-là. Donc là, je ne sais pas si ça va marcher, on espère.
Donc là, vous allez sur ce... Vous voyez la fenêtre qui s'ouvre ou pas? Non. Il faut que je partage la fenêtre. Et là, vous la voyez? Là, c'est bon, ouais. Voilà. Donc, en fait, quand vous arrivez sur cette fenêtre-là, donc n'importe qui, vous pouvez rechercher. Si on cherche, par exemple, on veut savoir si un éducateur sportif a une carte professionnelle à jour, on tape les 3 premières lettres de son nom, les 3 premières lettres de son prénom, on fait une recherche. Et là, voilà, on va chercher, voilà, René, est-ce qu'il a une carte professionnelle à jour? Eh bien, s'il apparaît là, ça veut dire qu'il a une carte pro. Vous voyez toujours ou pas? Oui, oui. Oui, on voit. Et donc là, on voit donc le nez, on voit sa photo, on voit qu'il a une carte professionnelle qui est valable jusqu'en 2023, qui a été délivrée par la préfecture de Martinique. D'accord? Vous voyez ma souris aussi? Oui, oui. Oui, oui, oui. Et donc là, on sait qu'il a un brevet d'alpiniste de moyenne montagne, donc pas de problème, qu'il l'a eu en 2016, qu'il l'a recyclé en 2018, donc il est valable, comme c'est valable 6 ans, il faut qu'il recycle avant 2024. Et si on veut savoir quels sont ce qu'il a le droit de faire avec ça, eh bien voilà, on clique sur les conditions d'exercice et on a les prérogatives de son diplôme. On va revenir dessus après sur ce diplôme. Et donc, en fait, là, si vous avez un bouton imprimé, et ce qui vous permet d'avoir, c'est ce qu'on appelle l'attestation de carte professionnelle, ça. Et c'est ça qu'il va falloir afficher dans les structures où vous travaillez. OK? Ça marche? On est revenu sur le diaporama? Oui, oui. Alors, voilà, une carte professionnelle. Avant, ça ressemblait à ça. D'accord? Mais depuis 2016, maintenant, c'est des formats carte de crédit où, en fait, vous avez le nom des personnes, le numéro de carte professionnelle, et là, vous avez un QR code. Et quand vous scannez le QR code, vous tombez sur EAPS public de la personne considérée. D'accord? Ce qui permet de voir tout de suite quel type de diplôme elle a. Mais les diplômes n'apparaissent plus sur la carte sur cette carte-là, puisqu'elle est toute petite et ce serait pas possible de marquer tout ça dessus. Donc voilà. Donc les cartes pro, ces cartes-là, normalement, si elles existent encore, normalement, elles ne doivent plus exister, puisque depuis le 1er janvier 2016, c'est ces cartes-là, et comme elles sont valables 5 ans, normalement, ces cartes-là, elles ne sont plus valables. Puisque là, on avait la durée de validité qui était inscrite là, et donc ça, c'est fini. OK? Donc maintenant, tout le monde doit avoir une carte comme ça. Alors, les obligations des accompagnateurs en moyenne montagne. Donc, j'ai essayé de vous mettre un peu vos obligations d'une manière un peu plus précise. Donc, d'avoir un diplôme, d'avoir une carte professionnelle, d'avoir une honorabilité compatible avec la profession d'éducateur sportif. Et vous avez des obligations supplémentaires qui est de réviser votre DE ou votre BE tous les 6 ans. Parce que le recyclage, pour votre diplôme, il est valable tous les 6 ans. Pour certains diplômes, c'est tous les 5 ans. Mais pour les métiers de la montagne, c'est tous les 6 ans. Et puis, donc, il y a une obligation aussi, une obligation médicale, puisque quand vous faites votre carte professionnelle, eh bien, on vous demande un certificat médical de moins d'1 an. Et vous, donc, dans le cadre de votre profession, vous avez aussi une obligation de moyens de communication. OK? Ça va? Donc, l'obligation médicale, ce n'est pas tous les ans. Alors, c'est pas très clair. C'est pas super clair, ça. C'est-à-dire que tous les 5 ans, vous êtes obligé de le fournir pour avoir votre carte pro. Donc là, vous êtes obligé de le faire. Théoriquement, vous êtes censé pouvoir justifier que vous êtes toujours en forme pour pouvoir exercer. Mais bon, ça vous le sera jamais demandé, je pense. Mais on vous le demande au moins tous les 5 ans. Et par rapport à... Bon, on verra ça après. Par rapport à l'honorabilité, mais on verra après. Alors, par rapport aux différents diplômes,
qui donne le titre d'accompagnateur moyenne montagne. Donc, il y avait avant le brevet d'état d'alpinisme accompagnateur moyenne montagne. Donc, ce diplôme, il a été abrogé il y a déjà de nombreuses années. Et il y avait deux valences. Il y avait la valence normale, en fait, le brevet d'état d'accompagnateur moyenne montagne, qui donnait le pouvoir de pouvoir enseigner les raquettes en milieu enneigé. Et puis, il y avait une option particulière qui était l'accompagnateur moyenne montagne tropicale. D'accord? Donc, que la plupart d'entre les cadres qui interviennent en Guadeloupe et en Martinique ont passé. Bon, donc sur les prérogatives, on ne va pas rentrer dans le détail, ça ne vous intéresse pas puisque c'est des diplômes qui sont abrogés, donc on s'en fiche. Et puis, donc, il y a donc, le diplôme d'État d'alpiniste, accompagnateur moyenne montagne, donc ce que vous êtes en train de passer, donc, où il y a deux options. Donc, certains parmi vous, la plupart, vous allez passer le milieu montagnard tropical et équatorial, mais il y en a peut-être certains qui vont passer le milieu montagnard enneigé. Donc, ça, ce sera l'UF3. Il me semble me souvenir de mémoire, c'est l'UF3 où qui vous choisirez l'option dans laquelle vous voulez passer. Donc nous ici, là, c'est l'UF3, je crois que c'est en janvier. En janvier, ce sera le milieu montagnard tropical et équatorial qui sera fait ici. Si vous voulez passer le milieu montagnard enneigé, il faudra aller en métropole. OK là-dessus? Pas de problème? Et donc, obligation, de toute manière, tous ces diplômes, il y a une obligation de recyclage tous les 6 ans. Bon, voilà, ça, on va laisser tomber ça. On s'en fout. Voilà. Alors, donc le milieu montagnard enneigé, donc là, on va essayer de regarder un petit peu les prérogatives de ce diplôme, parce qu'on va voir qu'au niveau des prérogatives du milieu montagnard tropical et équatorial, ce n'est pas rédigé tout à fait de la même façon. Alors, encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement, de la sécurité tout public en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne. Donc là, un site en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés, excluant tout accident ou terrain important. Bon, très bien. À l'exclusion des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, tout ça, c'est interdit pour vous et pour ceux qui font le diplôme enneigé. La pratique des disciplines de ski, donc ça, vous n'avez absolument pas le droit, à l'exception de la raquette à neige. La raquette à neige, si vous avez le milieu enneigé, vous avez le droit d'enseigner la raquette à neige. Donc ça, c'est important pour ceux qui veulent passer ce diplôme-là, puisque la plupart du temps, l'hiver, les gens interviennent beaucoup là-dessus. Et là, ils ont rajouté un truc, donc à l'exclusion de l'exercice de la professionnelle dans les régions de climat tropical et équatorial en période de forte précipitation fixée par l'autorité compétente sur les terrains escarpés et détrempés. Donc là, pour pouvoir enseigner la randonnée pédestre sous les tropiques, eh ben, vous pouvez le faire avec le milieu enneigé en dehors de la période cyclonique, c'est-à-dire en dehors du 1er juin au 30 novembre. D'accord? Donc, quelqu'un qui n'a pas ce diplôme-là, milieu tropical, peut enseigner en milieu tropical, mais pas en zone cyclonique, en période cyclonique. D'accord? Est-ce que nous, avec le diplôme tropical, hors des périodes d'enneigement, est-ce qu'on peut aller dans les Vosges Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans la diapo d'après. OK. Dans la diapo d'après, donc, on va regarder les prérogatives de votre diplôme, donc le niveau montagnard tropical et équatorial, donc encadrement, conduite, animation, entraînement de la sécurité publique en randonnée pédestre, en moyenne montagne, ainsi que dans les régions tropicales et équatoriales en période de forte précipitation. D'accord? Donc, vous avez tout à fait le droit d'encadrer la randonnée pédestre et les activités en moyenne montagne, sauf que là, les zones glaciaires, donc elles sont interdites, les rochers, les canyons, ça c'est toujours pareil, vous n'avez absolument pas le droit, mais vous n'avez pas les terrains enneigés. Donc, vous ne pouvez pas enseigner en terrain enneigé, mais en terrain non enneigé, vous pouvez tout à fait le faire. D'accord? C'est clair? Allô? Ça veut dire que, oui, moi j'ai une question. Alors, attends, Oui.
ça veut dire que là, si je vais en France hexagonale, en fait, en hiver, je peux quand même exercer, mais il ne faut pas que ce soit dans la neige, en fait. Voilà, en terrain enneigé, tu n'as pas le droit. Ok, d'accord. Alors, en fait, c'est bien ce diplôme-là parce que en hiver, les Français hexagonaux, là, en hiver, ils viennent en Martinique, enfin, dans les îles, pour pouvoir faire leur saison. Et puis, en été, ils retournent en France. Mais sauf en hiver, ils restent en hexagonal parce qu'ils font des raclettes à neige. Ils viennent pas ici. Ils viennent pas ici. Donc, en fait, au moment où ils pourraient venir ici, c'est en avril ou mai, mais dès le 1er juin, ils ne peuvent plus le faire, puisqu'on est en période cyclonique. Donc, en fait, tu t'aperçois qu'il y a très peu d'hexagonaux qui viennent en Martinique pour exercer la profession d'accompagnateur moyenne montagne. Par contre, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous, ben, voilà, l'hiver, pendant tout l'hiver, ici, vous pouvez exercer. Vous pouvez exercer ici parce que c'est la période touristique. Et puis, après, une fois que la période touristique est partie, en juillet et août, vous pouvez très bien aller en métropole pour aller exercer en dehors des terrains enneigés, parce que même en été là-bas, il y a des zones où c'est toujours enneigé. Donc, vous pouvez tout à fait faire des saisons, une partie ici, une partie là-bas. Est-ce que, par exemple, là, on parle de la France, je sors un petit peu du cadre, mais est-ce que, par exemple, si je vais, admettons, à l'Himalaya ou bien le Kilimandjaro, ouais, eh ben, est-ce que si je vais au Kilimandjaro, ah non, mais non, puisque Kilimandjaro, c'est haute montagne. Ah ouais, donc je retire ce que j'ai dit. Ouais. Non, mais et de toute manière, là, on parle de réglementation française. D'accord? C'est-à-dire que c'est la réglementation qui s'applique en France. Ça ne s'applique pas dans les pays étrangers. Alors, j'ai une autre question. Du coup, c'est est-ce qu'il y a des diplômes similaires dans les autres pays? Parce que là, Nicolas prenait l'exemple du Kilimandjaro, mais on a plus près, on a la Dominique qui est juste à côté, où on pourrait faire des randonnées. Mais du coup, est-ce que Alors, je connais là peut-être que Fabrice Deloire, là, j'ai vu qu'il était connecté, qui est oui, tout à fait. syndicat, il pourrait Alors, mais excuse-moi, vas-y. Vas-y, Fabrice. La France est le seul pays où il y a un diplôme d'État en montagne. Donc, voilà. Donc, après, vous avez dans tout alors la Dominique, ils n'en ont pas, ça c'est sûr. Après, vous avez des titres, hein, mais s'ils ne passent pas une formation, ce ne sont pas des diplômes d'État. Donc voilà, donc ça c'est le gros problème, c'est pour ça que voilà, vous avez Ben oui et non, c'est bien pour ça que ça on en reparlera tout à l'heure, mais c'est bien pour ça que le diplôme d'État est remis en cause au niveau européen. Donc voilà, c'est là qu'est la grosse problématique, c'est que nous sommes le seul pays où nous avons un diplôme d'État. Ouais. Alors après, si jamais vous emmenez des clients en Dominique, par exemple, et que vous êtes travailleur indépendant, c'est-à-dire que c'est votre assurance qui va couvrir le risque si jamais il y a un problème là-bas. Et votre assurance, si vous n'êtes pas, même si vous êtes à l'étranger, si vous êtes responsable de l'accident, vous couvrira dans la mesure où vous êtes diplômé. Alors que si vous n'êtes pas diplômé, il ne vous couvrira jamais. Donc, par rapport à ça, c'est quand même un plus d'avoir un diplôme, même quand vous allez à l'étranger, surtout si vous emmenez vos clients à l'étranger. Et si à l'image de M. Vigo-Beck, si je vais dans un pays étranger et que je suis avec des Martiniquais, par exemple, ouais. Est-ce que je suis quand même amené à être le référent? Bien sûr. Si c'est tes clients, si les clients t'ont payé à toi, on va regarder, on regardera là-dessus sur les travailleurs indépendants après. Si les clients t'ont payé à toi, c'est toi qui es responsable du groupe. Donc c'est toi. Si jamais il y a un problème, ils vont se retourner contre toi. Donc bien évidemment. Ok. Bonsoir, je me permets, Tania, c'est Madi Atil. Oui, bonjour Madi. Je garde le masque parce que je ne suis pas seule en fait. Donc, pour juste éclaircir par rapport à ce matin.
Si je peux juste compléter, donc moi, pour avoir exercé à la Dominique, donc effectivement, la réglementation, elle est différente. L'obtention des diplômes est aussi différente. Ce sont des formations qui ne sont pas structurées comme c'est le cas en France. Après, effectivement, c'est surtout la réglementation au niveau des assurances qui va jouer et avec le public qu'on va encadrer en fait. Donc, si on part à la Dominique, par exemple, avec des Français, eh ben, il y a la réglementation française va prendre le pas pour ce qui est en matière d'accident, par exemple, si voilà, votre client a un souci, etc. Et généralement, on dit également que c'est la réglementation qui est la plus stricte qui vaut. Donc, en l'occurrence, il y a de fortes chances que ce soit celle qu'on retrouve en France qui s'applique où que vous alliez. Après, il faut rentrer un petit peu plus dans les détails si maintenant vous allez encadrer des gens et qui ne sont pas français, qui sont donc dominicains ou voilà. OK. Merci de cette précision. OK. Donc, on continue. Alors, en France, ça serait trop simple si c'était comme ça. En fait, il y a certaines activités qui nécessitent, enfin, dont la sécurité enfin, où le risque est un peu plus engagé, et donc qui sont ce qu'on appelle à environnement spécifique. Donc, par rapport à ces activités-là, en fait, il faut forcément avoir des diplômes particuliers pour pouvoir encadrer ces randonnées. Alors, pour revenir sur la randonnée pédestre. Alors, la randonnée pédestre, c'est un peu particulier parce que la randonnée pédestre n'est pas considérée comme une activité physique et sportive. Ça veut dire que son encadrement n'est pas soumis au L212.1 du Code du sport. C'est considéré comme une activité de loisir. Donc, par rapport à ça, c'est toujours un peu un problème par rapport à cette activité. Mais on dit aussi que les activités de montagne, elles sont donc guides de haute montagne, moniteurs de ski, nordique ou alpin, et accompagnateurs en moyenne montagne, sont des activités de montagne qui, elles, par contre, sont soumises au L212.1. D'accord? Donc, la difficulté, ça va être de définir si on fait de la randonnée pédestre en zone montagne ou pas. Si on est en zone montagne, eh ben, il faudra un diplôme. Si on n'est pas en zone montagne, il ne faut pas de diplôme pour pouvoir être rémunéré. Donc, c'est tout le problème en Martinique. C'est que si vous encadrez la ronde des Caps, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour pouvoir encadrer. C'est mieux si vous en avez un, mais ce n'est pas obligatoire par rapport à la loi. Mais après, ça pose problème. Alors, qu'est-ce que dit le L212.2 ? Lorsque l'activité mentionnée s'exerce en environnement spécifique, il faut des mesures particulières. Et en fait, les diplômes qui sont délivrés en environnement spécifique sont forcément dans le cadre par les services du ministère chargé des sports ou dans un établissement recevant son contrôle. C'est-à-dire que toutes les activités en environnement spécifique doivent être formées en fait dans les CREPS, pour schématiser grosso modo. C'est pour ça que l'activité de moyenne montagne, eh ben, vous ne pouvez pas, un organisme de formation quelconque, l'IMS par exemple, ici, ne pourrait pas monter un dossier pour pouvoir faire un diplôme d'accompagnateur moyenne montagne. C'est forcément le CREPS, enfin pour nous au niveau des Antilles, c'est forcément le CREPS de Guadeloupe qui va organiser ce diplôme. OK ? Donc, les diplômes, les activités à environnement spécifique, on va aller vite. Donc, il y en a 9. C'est la plongée, toute forme de plongée, en apnée, en milieu naturel ou en fosse. Le canoë-kayak uniquement en rivière de classe 3. La voile au-delà de 200 000, donc c'est vraiment quand on est en croisière. L'escalade, donc dans des conditions bien particulières. Le canyon, le parachutiste, la spéléo, le surf
et le vol libre qui comprend, dans le vol libre, ça comprend aussi le kite, la glisse aérotractée. Et donc, le ski, l'alpiniste et leurs activités assimilées sont bien en environnement spécifique, donc l'AMM est bien en environnement spécifique. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir définir l'environnement montagnard. Et nous, on a la chance, au niveau de l'outre-mer, c'est que c'est défini par une loi qui est relativement ancienne, c'est la loi de 85, qui dit dans son article 4 que dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes ou parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres pour La Réunion et 350 mètres dans les départements de Guadeloupe et Martinique. Donc ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'ici, au-delà de 350 mètres, on est en zone montagne, donc il faut un diplôme d'AMM pour pouvoir encadrer la randonnée pédestre au-dessus de 350 mètres. En dessous, ce n'est pas nécessaire. Au-dessus, c'est obligatoire. Donc après, bon, il y a un petit laïus qui dit que s'il y a des pentes de plus de 15% dans une commune, on peut le faire aussi. Mais généralement, toutes les communes au-dessus de 350 mètres, on a des pentes comme ça, surtout ici. Donc voilà. Et par contre, il y a un... Bon, la zone peut être délimitée par arrêté ministériel, c'est-à-dire dans la zone de Martinique, on pourrait avoir différentes zones en disant à tel endroit, voilà, c'est en zone montagne, à un autre endroit, ça ne l'est pas. Ici, c'est toute la Martinique qui est considérée comme une seule zone. Par contre, dans l'article 5, la zone montagne en article 5, donc en métropole, enfin, en hexagonale, en fait, l'article 5, en fait, il était défini dans une loi qui a été annulée en Conseil d'État. Donc, ce qui veut dire qu'en métropole, la loi disait qu'en zone montagne, il fallait qu'il y ait un décret qui définisse les zones montagne et tout ça. Et ce truc a été cassé. Du coup, les zones montagne en métropole, pour l'instant, elles ne sont pas bien définies. Donc, voilà, c'est à suivre. Donc, les massifs sont définis, mais les zones ne sont pas définies. Donc, voilà. Donc là, c'est annulé en Conseil d'État pour l'instant. Donc là, on est en stand-by un peu par rapport aux zones montagne au niveau de la métropole. Mais ici la loi de 85 reste applicable. Donc, ouais, dans les départements d'outre-mer, on dit qu'il y a un massif par département qui comprend exclusivement les zones de montagne. Voilà, donc il n'y a pas d'autre chose. Alors, chez nous, il n'y a pas un seul massif, non? Chez nous, il y a plusieurs massifs. Non. Mais regarde, pour l'examen du probatoire, tu étais obligé d'avoir 30 randonnées sur 2 massifs. Et donc, tu étais obligé d'en faire en Martinique, sur un massif, et en Guadeloupe pour le 2e massif. Alors qu'à La Réunion, il y a 2 massifs. Il y a un, enfin, je ne sais pas comment c'est zone nord, zone sud, je ne sais plus comment c'est marqué, mais tu avais les 2. Fournaise. Voilà, il y avait deux massifs. Il y a 2 massifs différents à La Réunion, mais en Martinique et en Guadeloupe, il n'y a qu'un seul massif. Ah non, c'est moi. Ah ben, regarde sur le planning. C'est ça? Non, c'est pas là. Oui. Mais logiquement, j'avais toute la journée ce matin, je me suis fait. Et en fait, tu as un collègue de Corse qui a demandé de tes nouvelles. Oui, peut-être, oui. Oui, je suis en visio là. Tu es en visio là? Oui. Bon, envoie-lui un petit mot, dis-lui que je t'ai communiqué ça. Oui. Ça va, tu l'as appelé ou pas? Non, mais je n'ai pas appelé, je ne savais pas. Je m'en fous, t'as dit. Mais tu as besoin de la salle, Michel, ou tu veux que j'aille là-bas? Non, mais c'est loin, parce qu'on est déjà sur les autres. Là. Mais sinon, je vais là-bas, je m'en fous. Moi, je pensais avoir du monde, mais j'ai personne. Tu es tout seul? Oui. Et combien de temps? Jusqu'à 4 heures. C'est à 2h30, moi, que je reprends. On finit à 15, on échange. Ça va? Si tu veux. Ok, c'est sympa. Merci. Tu peux me brancher Zoom là-bas? Il est déjà branché. Faut que je débranche ça. Zoom Dragès? Oui. Ok, je te le fais. Bon, ok. Bon.
Désolé du petit contretemps, il y avait problème de salle ici. Comme je pensais qu'il y avait des gens qui venaient, j'avais réservé la grande salle, mais vu que je suis tout seul, je vais changer de salle tout à l'heure. Donc, on va y avoir comme ça, on fera une petite pause, c'est pas mal. Déclaration d'éducateur, bon ça, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Simplement, donc, ce qu'il faut, c'est la pièce d'identité, les diplômes et les attestations de révision, un certificat médical de non-contre-indication et une photo d'identité officielle. Et donc maintenant, pour se déclarer, vous allez directement sur le site. Alors, il faut que je repartage ça, c'est ça? C'est bon, vous voyez? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Donc là, vous allez sur ce site. Donc, si vous avez déjà un compte personnel, eh ben, vous rentrez vos codes. Si vous n'avez pas de compte personnel, vous créez votre espace, on vous envoie un lien et vous rentrez votre demande. Et ça, il va falloir le faire prochainement quand vous allez être stagiaire. Alors, justement, je me suis inscrite dessus pour voir comment ça fonctionnait. Ouais. Mais en éducateur sportif, et après, l'option, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'option randonnée, montagne, etc. en fait. Si, il faut aller dans les diplômes, de montagne. Il y a un intitulé particulier, diplôme de montagne, et là, vous allez trouver accompagnateur moyenne montagne. Et là, vous allez être obligé de vous déclarer comme stagiaire. Mais on va en reparler après. Donc, je reviens sur le diaporama. Voilà, l'important, c'est de savoir. Donc, en fait, ce document-là, c'est une Bible que je vous ai faite. Quand vous aurez des doutes sur un certain nombre de questions, vous pourrez revenir là-dessus. Les liens sont actifs normalement. OK? Bon, ça, c'est la procédure, on s'en fout. Et donc, ça, c'est la procédure sur EAPS public pour vérifier qu'un éducateur est bien déclaré. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, voilà. Alors, pour les éducateurs stagiaires, en fait, un éducateur stagiaire a une obligation de se déclarer aussi. Donc, maintenant que vous êtes en formation, alors, je crois, d'après mes souvenirs, il me semble que c'est après l'UF1. Après l'UF1, on va vous donner ce qu'on appelle les exigences minimales à la mise en situation pédagogique. Et à partir de là, avec ce document-là, vous allez signer une convention avec une entreprise et vous allez pouvoir encadrer l'activité de randonnée sous certaines formes, sous la couverture d'un tuteur pédagogique. Et donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir demander votre attestation de stagiaire auprès de la DRAGES, de votre département où vous allez exercer, donc pour la majorité en Martinique, pour les Guadeloupéens en Guadeloupe. Donc, c'est le collègue de Guadeloupe qui va traiter ça. Ici, c'est moi qui gère ça aussi. Donc, on va vous faire une attestation de stagiaire et c'est avec cette attestation de stagiaire qu'on va vous autoriser à exercer avec les mêmes prérogatives votre DE AMM pendant tout le temps de votre formation. Bon, j'espère que Jean-Pierre vous a expliqué un peu tout ça, mais donc voilà. Donc pour pouvoir faire cette déclaration, il vous faut donc les EPMSP et les pièces sont quasi identiques, si ce n'est le diplôme. Le diplôme qui, bien évidemment, ne sera pas, vous ne l'aurez pas. Donc vous allez nous déclarer simplement. Donc au début, c'est pareil. C'est la copie de la pièce d'identité, une photo officielle, un certificat médical, l'attestation justifiant les exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et votre convention de stage. Et avec ça, on vous délivre votre attestation de stagiaire. Et avec ça, vous avez le droit d'aller encadrer les activités de randonnée avec votre tuteur. Pas de problème. Voilà, donc ça, il faudra penser à le faire après votre UF1, je crois, me semble-t-il. Et en fait, l'intérêt de ça... Attends, je vais revenir au précédent, pardon. Mais si on veut faire des stages dans différents départements, on est obligé de demander à chaque fois… Une convention, non, tu es obligé d'avoir une convention de stage pour chaque endroit où tu vas faire
ton stage. Et nous, dans ton attestation de stagiaire, si tu nous mets plusieurs endroits, on va te mentionner les différents endroits. Ça ne pose pas de problème si tu peux avoir plusieurs tuteurs. Et en plus, vous êtes obligé d'avoir cette attestation de stagiaire pour vous inscrire sur GEPAFOM, je crois. Il y a un suivi sur GEPAFOM pour pouvoir rentrer vos observations et tout ça, je crois. Il y a tout un micmac, tout est lié maintenant. Et l'intérêt de faire cette attestation de stagiaire, c'est qu'au moment où vous allez avoir votre diplôme, eh bien, vous allez juste nous envoyer votre diplôme et on va transformer cette attestation de stagiaire en carte pro puisque c'est sur le même logiciel qu'on travaille. Donc, ça va plus vite et votre attestation de votre carte professionnelle vous sera envoyée par la poste directement chez vous. Donc, ça, c'est assez cool. Alors, j'ai une question. Moi qui ai déjà la carte professionnelle, si j'obtiens le diplôme, du coup, la carte professionnelle, elle va s'ajouter à la carte professionnelle que j'ai déjà. Alors, et il faudra... ta carte professionnelle, Priscilla, elle est en fait, tu as déjà une carte en format carte de crédit, toi. Oui, c'est ça. Et en fait, dessus, on ne voit pas tes diplômes. Et en fait, quand tu vas scanner ton QR code derrière, on aura rajouté ton diplôme. Oui, mais du coup, ça sera valable 5 ans de nouveau ou c'est les 5 ans que j'ai déjà entamés? Non, les 5 ans que tu as entamés, c'est pas grave. Dans 5 ans, enfin, je ne sais pas jusqu'à quand elle est valable, ta carte, mais si elle est valable encore 3 ans, ben dans 3 ans, tu la referas et puis voilà. Donc, on n'est pas obligé de refaire ta carte parce qu'on rajoute un diplôme. Mais par contre, tu seras quand même obligé de faire une attestation de stagiaire pour le diplôme de DEAMM dans quelques semaines. Là. OK, très bien. Merci. Alors, oui, vas-y. Du coup, c'est nous qui cherchons les maîtres de stage, je suppose, c'est ça? Enfin, c'est nous qui faisons les démarches. Je suppose. OK. Bon, il n'y a pas 30 000 AMM en Martinique. Ils peuvent cumuler plusieurs stagiaires, je suppose. Il n'y a pas de cas de... Oui. Tu peux encadrer plusieurs stagiaires, mais après, il y a obligation. J'avais regardé dans un texte et j'avais vu, il me semble, dans un texte qu'ils ont droit à 2 ou 3 stagiaires en même temps, je crois. En même temps, maximum. Après, c'est pas intéressant d'être à deux ou 3 en même temps. Enfin, sur une même période éventuellement, mais à chaque randonnée, il ne faut pas que vous soyez 2 ou 3, sinon c'est pas intéressant pour vous. Vous n'allez pas prendre de responsabilité. De toute façon, je pense que ça sera compliqué d'en avoir plusieurs. Hein. Vu le nombre de stagiaires. Je ne sais pas combien vous êtes. Quand je dis plusieurs, pas nous, mais les AMM eux-mêmes. Les AMM vont avoir 3 ou 4 stagiaires sans doute, mais il ne faut pas que ce soit en même temps. Enfin, il ne faut pas que ce soit sur chaque randonnée où vous soyez 3 en même temps, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais bon. Non, mais à ce moment-là, on ne sera pas en situation. Mais non, mais c'est pour ça. L'important, c'est que quand tu organises une randonnée, vous avez une randonnée à faire, et il faut que vous soyez seul ou éventuellement 2 avec votre tuteur pour encadrer la randonnée qu'il vous propose. Ce sera plus intéressant. Et puis un autre jour, il y aura les 2 autres. Mais il ne faut pas que vous soyez 4 le même jour, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vu le nombre de randos qu'on a à faire et le temps imparti, ça va être très compliqué. C'est vrai? Voilà. Oui, c'est pour ça que je pense. On va voir ça, Enfin, c'est vous qui verrez ça, parce que moi, je ne verrai pas ça. Mais... Non, c'est pour ça que je pense qu'il y en aura certains qui seront en observation à ce moment-là. Et les rôles vont s'inverser ensuite. Ouais. OK. Alors, là, on va regarder, on va faire ça, et puis après, on fera une petite pause, et puis j'irai de l'autre côté. Donc, l'obligation d'honorabilité. Donc là, l'article L212.9, il est relativement clair. Il nous dit « Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au alinéa du L212.1 à titre rémunéré ou bénévole. » Donc, même quelqu'un qui est bénévole, et s'il a un B2 qui n'est pas correct, en fait, il n'a pas le droit d'exercer. Donc là, c'est un peu nouveau. Et donc, il y a comment ça s'appelle, les fédérations là, sont en train de tout modifier leur logiciel de licence de manière à ce que tous les licenciés qui sont éducateurs passent dans la moulinette de l'honorabilité. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est en train de se mettre en place. Là.
Donc, nul ne peut enseigner s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour délit prévu aux différents articles. Donc là, je vous ai mis les trucs essentiels. C'est les codes de la santé publique. Donc là, c'est tout ce qui est dopage ou usage de stupéfiants. Et donc là, moi, j'en ai un paquet à chaque fois où les gens ne peuvent plus encadrer parce qu'ils ont fait usage de stupéfiants. Et donc, on leur retire leur carte pro. Il y a un nouvel article qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps, qui est l'article L235.1 du code de la route, qui dit que si vous avez été contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants, eh ben, vous n'êtes plus et vous ne pouvez plus être éducateur sportif. Donc ça, c'est tout nouveau sur le code de la route. Et là, c'est pareil, ça m'arrive aussi régulièrement. Là, tous les retours que j'ai de non-honorabilité, où je suis obligé de retirer les cartes pro, c'est par rapport à ça, essentiellement. Après, donc, il y a l'article du Code des impôts qui est assez particulier. Cet article-là, c'est par rapport à... Il y a un truc là-dedans où c'est le non-versement de la pension alimentaire des enfants. Des trucs qui paraissent un peu curieux, mais voilà, ça apparaît là-dedans. Et puis après, donc certaines sections, donc là où à partir du code pénal, donc là tout ce qui est violence, agression sexuelle, trafic de stupéfiants, risque causé à autrui, bien sûr. Donc là, bon, c'est pas illogique. Par contre, il y a des trucs qui n'y sont pas. Par exemple, si vous avez été condamné pour vol, eh ben ça n'apparaît pas. Donc, vous pouvez être éducateur sportif si vous avez été condamné pour vol, par exemple, s'il n'y a pas eu de violence. Si lors du vol, il n'y a pas eu de violence. Mais par contre, si on ne paye pas les pensions alimentaires, là… Et ben voilà, si vous ne payez pas la pension alimentaire… Là, c'est moyen. Et ben voilà. Tu vas t'occuper de ton gamin, Jean-Seb. C'est fini ça maintenant, parce que sinon, pas de carte. Voilà. Non, il y a des trucs un peu surprenants des fois. Mais bon, en revanche, la mère, je peux la voler. Je ne paye pas la pension, mais je peux voler sa voiture au moins. Ça va. Voilà, c'est ça. Pas ma carte. Mais si tu lui voles les clés, c'est-à-dire s'il n'y a pas de violence. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Voilà, si tu ne fais pas menace par rapport à une arme. Tu vois, il y a des choses comme ça. Il y a des trucs comme ça. Enfin bon, tous ces trucs-là, c'est assez logique. Hein. La violence, agression sexuelle, trafic de stupéfiants, risque causé à autrui, tu as mis en danger les gens, donc forcément derrière, tu ne peux plus être éducateur. Mais il y a des trucs un peu surprenants, là, des fois. Et je te dis, la plupart des trucs, c'est usage de stupéfiants ou conduite avec cannabis ou des trucs comme ça. Et donc là, tu es obligé de retirer la carte pro. Donc là, c'est assez moyen. Alors, sanction pénale d'un éducateur, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Pour défaut de déclaration, donc le fait de ne pas avoir de carte pro à jour, vous êtes punissable d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, alors que ça vous comment ça s'appelle ? Il vous faut 15 minutes pour remplir votre demande de carte pro, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Après, d'exercer contre rémunération une fonction de professeur, moniteur, éducateur ou de faire usage d'un titre similaire sans posséder la qualification requise. Donc là, voilà, quelqu'un qui travaille sans diplôme, il est susceptible d'être condamné à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Usage illicite de titre, manque au régime d'incapacité. Donc, si le préfet vous rend incapable et que vous continuez à travailler, et ben voilà, pareil. Et méconnaissance d'un arrêté d'injonction ou d'interdiction. Enfin, c'est pareil. Incapacité, justement, l'incapacité, c'est si votre honorabilité n'est plus conforme et qu'on vous a retiré votre carte pro, et ben vous continuez à travailler, ben vous pouvez avoir 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc voilà, bon, rien de bien particulier par rapport à ça, mais ça serait dommage de ne pas faire votre carte pro si vous avez les diplômes pour exercer votre métier. Alors, voilà, bon, on va s'arrêter là et puis on va parler des travailleurs indépendants et puis on va continuer le diaporama plus loin. Donc, on se donne 5 minutes, le temps que je me reconnecte de l'autre côté. Et je voulais juste savoir le retrait de la carte pro là, en cas de
D'incapacité ou d'honorabilité qui ne sont pas conformes? Non, d'honorabilité, ouais. C'est définitif et temporaire. Non. Alors, en fait, votre carte pro est valable 5 ans, mais tous les ans, on contrôle votre honorabilité. Donc, si elle a changé au cours des 5 ans, eh ben, on peut vous retirer votre carte pro en cours de validité. Donc, ça, c'est possible. Voilà. C'était quoi ta question, pardon? Si c'était à vie, quoi, quand on nous l'a retiré. Pour le cannabis, parce que normalement, on est puni quand on a purgé notre peine, on doit. Alors, ce qu'il faut surtout, si jamais vous êtes condamné, enfin, si jamais vous êtes convoqué au tribunal pour des faits, quels qu'ils soient d'ailleurs, il faut surtout demander à ce que votre condamnation n'apparaisse pas sur votre B2. Elle apparaîtra sur le B1, mais pas sur le B2. Et si elle n'apparaît pas sur le B2, ça veut dire que le juge, il n'a pas envie que vous ne pouviez plus travailler, sauf si vous êtes condamné sur le FIGES, où là, c'est les délinquants sexuels, et ça c'est le juge, il ne voudra pas. Il ne voudra pas vous autoriser à travailler. Mais par contre, si c'est pour ce genre de truc, eh ben, le juge, il va dire, vous n'allez pas perdre votre boulot parce que vous avez fumé une cigarette et que vous avez conduit avec ça. Donc, il va accepter que ça ne soit pas marqué sur votre B2 et du coup, votre carte pro, elle ne vous sera pas retirée. Ou on pourra vous la donner. OK? Bon, on se déconnecte et puis je me reconnecte assez vite de l'autre côté. OK, à tout de suite. À tout de suite.